honorable président du CNT, honorable conseiller, chers invités, tous en vos titres, qualités et rangs respectifs. Comment voulez-vous traduire les sentiments qui m'animent en ce moment où vous me faites l'insigne honneur de me retrouver devant vous pour participer au débat relatif au contenu de la future constitution de notre pays? Je suis devant vous en tant que secrétaire exécutif ou, si vous voulez, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Le secrétaire exécutif est nommé par décret parmi les membres du Conseil du grade le plus élevé sur proposition du ministre de la Justice et du premier président de la Cour suprême. Ce secrétariat exécutif assure la liaison du Conseil supérieur de la magistrature avec la présidence de la République. Il est considéré comme étant la cheville ouvrière du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, et comme tel, il est chargé de l'organisation des travaux de différentes formations suivisées du CSM et de la tenue des dossiers des magistrats et des archives en général. Il assure enfin l'exécution des décisions du dit Conseil supérieur. Honorable président du CNT, honorables conseillers nationaux, je vous fais l'économie de rappeler l'historique de l'évolution de la justice et particulièrement du Conseil supérieur de la magistrature compte tenu du temps qui m'est imparti. Je voudrais simplement rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature, depuis sa création en 2014, parce qu'en fait c'est à cette date qu'il a été donc institué en tant qu'organe chargé de garantir l'indépendance de la magistrature, même si depuis la loi fondamentale de 1991 il avait été créé. Donc ce conseil, depuis qu'il a été installé en 2014, s'efforce de jouer son rôle. À la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement national pour le développement, le CNRD, il a été heureusement maintenu par l'ordonnance numéro 2021-005 PRG CNRD du 29 septembre 2021 portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, afin qu'il accomplisse ses missions régaliennes. Au total, donc, des efforts louables ont été faits et des actes concrets furent posés pour bâtir un état de droit. Mais pour autant, cet état est-il à ce jour à la hauteur des attentes des populations? Dispose-t-il à travers sa législation et ses pratiques d'institutions fortes pour bâtir une société démocratique? La justice exerce-t-elle toutes ses prérogatives constitutionnelles et légales? A-t-elle les moyens d'exercer son indépendance? Face à ce questionnement, nous nous accordons à dire que les réalités du terrain nous forcent à répondre par la négative. Car, outre que le dispositif institutionnel et les moyens matériels sont inappropriés et insuffisants, la question de volonté politique se pose avec beaucoup d'acuité. C'est autant dire que les échanges autour de la nouvelle constitution offrent l'opportunité à notre pays d'élaborer une législation favorable à un développement durable et à l'instauration d'un état de droit démocratique. Honorable président du CNT, honorable conseiller, si nous tenons compte de notre histoire, de nos réalités et besoins propres, l'option constitutionnelle que vous allez prendre, quelle qu'elle soit, devra s'inscrire dans la logique des principes de la séparation des pouvoirs, la primauté du droit, le respect strict des droits de la personne humaine et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ces quatre principes constituent le fondement de l'état de droit démocratique. 1. La séparation des pouvoirs. Il s'agit d'un principe qui vise à assurer la liberté en défendant les droits des gouvernés contre l'arbitraire éventuel des gouvernants. Montesquieu expliquait en substance dans son ouvrage intitulé De l'esprit des lois en 1748 que la liberté des individus est compromise, car tout homme ou tout organe qui dispose d'un pouvoir a tendance à en abuser. Pour défendre donc la liberté contre le pouvoir, il faut trouver un frein qui rend cet abus impossible.
Mais le pouvoir souverain étant par définition au-dessus de tout, aucun frein n'est donc assez puissant pour l'arrêter. Et Montesquieu concluait qu'on ne peut arrêter le pouvoir que par le pouvoir, d'où la naissance de ce principe de la séparation. C'est pourquoi il est suggéré d'envisager une législation pragmatique et réaliste qui tienne en compte ce principe pour assurer l'équilibre entre les pouvoirs, et il convient également de renforcer sur le plan intellectuel et moral l'institution judiciaire en tant qu'arbitre pour développer les capacités institutionnelles de l'État et prévenir la fragilisation de celui-ci. Donc je vous fais l'économie de lire tout le reste sur le principe. Deuxièmement, la soumission de l'administration au droit. Ce principe mérite d'être consacré en lettres d'or dans la future Constitution. En effet, la primauté du droit est l'une des conditions essentielles de l'existence de l'État de droit. Elle s'entend d'un ensemble de principes et de règles juridiques auxquelles sont soumis à la fois l'administration et les personnes vivant dans un territoire donné pendant un temps donné. Selon la conception classique, l'État doit, dans un État de droit, être soumis à la règle de droit. Toutefois, ce concept d'État de droit mérite d'être élucidé, car il est souvent affirmé à tort qu'il y a État de droit dès lors qu'on se trouve en présence de lois publiées, d'une administration pour les exécuter et d'une justice pour les faire respecter. C'est acceptable, mais cela ne suffit pas. Cela ne veut pas dire qu'on a un État de droit démocratique. En réalité, c'est l'adjectif démocratique qui est recherché. Et c'est lui qui donne toute la signification à un État de droit. Il s'agit d'un État où on assiste à un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui implique une éthique, une philosophie basée sur l'humilité et une acceptation de l'autre comme valeur. C'est pourquoi, en tant que législateur, vous devriez mettre un accent particulier sur le principe et insister même clairement sur le fait que les cours et tribunaux ont l'obligation d'y veiller de manière permanente et en toutes circonstances. Aussi, le secrétariat exécutif appelle-t-il votre attention sur la nécessité de séparer de manière nette le domaine de la loi de celui du règlement. Ainsi, le contrôle juridictionnel de la légalité des actes unilatéraux sera-t-il renforcé par le comblement d'une terrible vacuité consistant en la faiblesse, sinon l'inexistence d'une justice administrative basée sur un code des obligations de l'administration. 3. Le respect des droits de l'homme. D'emblée, l'état de droit démocratique implique le respect des droits de l'homme. Il s'agit de tous les droits de la personne humaine, à savoir les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux. Il est traditionnel que tous ces droits soient consacrés par une formule générale dans le préambule des constitutions ou de chaque constitution. Mais il serait souhaitable que la future constitution de notre pays mette en exergue certains droits particuliers, tels que la liberté de la presse, qui constitue un rempart, une condition indispensable à l'instauration d'un état de droit démocratique. Et cette liberté implique que tout citoyen guinéen, outre qu'il est libre d'exprimer ses pensées ou ses idées, a le droit de créer, posséder et d'exploiter une entreprise de presse sous réserve du respect de l'éthique et de la déontologie. De même, l'état de droit, l'État plutôt doit mettre en place une législation sévère pour lutter efficacement contre les violences sur le genre, c'est-à-dire les violences faites aux femmes, aux enfants et même aux hommes, compte tenu de leur état, peu importe qu'il s'agisse de violences physiques, morales ou psychologiques. On ne peut parler de violation des droits de l'homme sans faire allusion à une recrudescence de la criminalité dans la sous-région au cours de ces dernières années. Il s'agit notamment du djihadisme, du terrorisme, de la cybercriminalité et de la misogynie, le tout causé ou aggravé par une consommation abusive de diverses formes de drogue. Les débats donc que vous ferez sur la nouvelle constitution
devrait s'y pencher afin de mettre à jour, sinon renforcer notre législation en la matière. Les obligations de l'État ainsi que leurs modalités d'exécution en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment le droit à l'éducation, devraient aussi être une préoccupation particulière du CNT, donc de l'État, ainsi que nos familles respectives. 4. L'indépendance de la magistrature. Il est mentionné dans toutes les lois fondamentales des pays francophones que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. L'indépendance de la justice est un principe consacré également par l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, qui énonce que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Dans la réalité, cette indépendance judiciaire est quotidiennement menacée dans la plupart des pays, surtout ceux du Sud ou en voie de développement. En effet, les juges subissent beaucoup de pression à cause de l'environnement politique, social et médiatique dans lequel ils officient. Au demeurant, dans la plupart de nos pays, l'affirmation du principe de l'inamovibilité des magistrats et l'institution du Conseil supérieur de la magistrature exercent peu d'effets dissuasifs, prohibitifs ou simplement protecteurs face aux multiples atteintes à l'autorité et à l'indépendance des juges. C'est pourquoi chaque juge a le devoir de se former, avec ou sans l'État, d'œuvrer avec courage, humilité et persévérance, de manière à faire respecter son sacerdoce, sa fonction et son serment de rendre de manière loyale et équitable sans aucune pression de qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit. S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, sa mise en place se justifie par plusieurs raisons. Premièrement, la création du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu'organe constitutionnel garantissant l'indépendance des magistrats et leur soumission à la seule autorité de la loi durant tout le déroulement de leur carrière, du recrutement jusqu'à la retraite, est une réponse à l'exigence de l'état de droit et à la récente montée vertigineuse du constitutionnalisme qui a conduit la plupart des États africains à instituer dans leur constitution le principe de la séparation des pouvoirs. Afin de mieux soutenir l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui est souvent muselé par les prérogatives exorbitantes du pouvoir exécutif, les garanties statutaires et fonctionnelles instituées au profit des membres de ce corps doivent être renforcées. Cette garantie a pour but et conséquence d'empêcher le pouvoir exécutif d'influencer l'évolution de la carrière des magistrats. Dans certains pays, le président de la République et le ministre de la Justice en sont membres. C'est le cas dans la plupart des pays de la sous-région, notamment au Sénégal et en République de Guinée. Dans d'autres pays, ces deux autorités n'en font pas partie, au nom justement du principe de la séparation des pouvoirs. C'est le cas en France depuis la révision constitutionnelle de 2008, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, pour ne citer que ces pays. L'ensemble de ces pays pourrait être une source, l'exemple plutôt de ces pays pourrait être une source d'inspiration pour notre pays afin de mieux préserver et garantir le sacro-saint principe de l'indépendance de la magistrature. Deuxièmement, le Conseil supérieur de la magistrature est aussi une juridiction disciplinaire qui appartient non pas à l'ordre judiciaire, mais à l'ordre administratif. Il surveille le respect des diverses obligations éthiques et déontologiques des magistrats. En Guinée, le statut de la magistrature, contrairement au statut sénégalais, ne laisse pas au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le monopole de l'action disciplinaire. Il ouvre la possibilité à tous les citoyens et justiciables de saisir le dit conseil d'une plainte contre tout magistrat pour manquement à ses devoirs professionnels ou même pour insuffisance professionnelle. À ce jour, le Conseil supérieur engage sans complaisance des poursuites disciplinaires à l'encontre de tout magistrat soupçonné d'avoir violé son serment. En témoignent les statistiques selon lesquelles
plus d'une centaine de dossiers ont été examinés de 2014 à nos jours et qu'une soixantaine de magistrats ont fait l'objet de sanctions, contrairement par exemple au Conseil supérieur de la magistrature sénégalais, qui n'a prononcé que 30 décisions disciplinaires à l'encontre de certains magistrats pour la période allant de 1993 à 2022, soit pendant 29 ans. À noter que contrairement à la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine et à la France, aucune voie de recours n'est prévue par le législateur guinéen contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui viole certaines normes internationales, telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par notre pays, d'où l'intérêt de corriger ce vide juridique. Dans certains pays aussi, en nombre restreint naturellement, la composition du Conseil supérieur est limitativement ouverte à des personnalités qui ne sont pas magistrats, mais de manière à préserver l'indépendance de la justice. Dans d'autres pays, en plus d'un grand nombre, le Conseil supérieur est exclusivement composé de magistrats. Au sujet justement de l'ouverture du Conseil supérieur de notre pays, le secrétariat exécutif que je représente suggère d'avancer avec prudence sur ce terrain particulièrement délicat. Car plus que tout autre, ce corps qui est tout entier au service de l'État et du bien commun a besoin de n'être entravé par aucun réflexe ni corporatiste ni populiste. Troisièmement, le Conseil supérieur de la magistrature est un organe consultatif qui est chargé d'émettre des avis sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement des juridictions, l'inamovibilité des juges, les mutations, la mise en détachement en disponibilité des juges, les mutations et l'organisation et la composition de nouvelles juridictions. Il en va de même en ce qui concerne le programme et les formalités de recrutement, de formation initiale ou continue, de spécialisation et de l'exercice du droit de grâce. Compte tenu de ce que décide, on pourrait se poser la question suivante. Peut-il y avoir vraiment séparation de pouvoir et indépendance de la justice quand le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et d'autres organes ou structures ont la faculté de déléguer leurs représentants dans l'institution de garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Ne serait-il pas une sorte de leurre, sous prétexte de lutter contre un certain corporatisme, que par le moyen de l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à ses représentations, la loi viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ou infantilise la magistrature investie de la prérogative de juger et de se prononcer sur des matières aussi graves que la vie, la liberté, les biens et les biens des personnes, ainsi que sur les relations entre l'État et les particuliers. Comment voulez-vous que le juge judiciaire sanctionne les infractions commises par les détenteurs du pouvoir exécutif quand le représentant est dans l'organe de nomination et de discipline? Comment voulez-vous donner la sérénité au magistrat quand l'avocat qui plaide devant lui est fortement présent dans l'organe de nomination et de discipline? Comment voulez-vous que l'excès de pouvoir soit sanctionné quand le pouvoir exécutif est fortement représenté dans l'organe de nomination et de discipline? Honorable président du CNT, honorable conseiller, l'organisation judiciaire mérite aussi votre attention particulière. Il s'agit de porter vos regards sur la conciliation de vos ambitions avec la réalité nationale. Le constat est que de très nombreuses juridictions de première instance sont sans palais de justice digne de ce nom. Les immeubles qui abritent les cours des tribunaux sont dans des situations non enviables. Il s'agit entre autres de, premièrement, la vétusté poussée du plus grand nombre, deuxièmement, l'exiguïté des bâtiments, troisièmement, l'insuffisance des locaux pour recevoir le personnel, quatrièmement, l'insuffisance du nombre de salles d'audience, et sur ce point, seul un très petit nombre de juridictions, 5 au moins, au plus, sont dotées de 2 salles d'audience. Les tribunaux de première instance sont en section, dont le nombre varie entre 4 et 6. La cour d'appel de Conakry compte près d'une dizaine de chambres
pour une salle d'audience unique ouverte 5 jours par semaine. La question d'infrastructure et d'équipement des cours et tribunaux doit aussi compter dans votre appréciation de la nécessité de créer de nouvelles juridictions. En tout cas, il ne sert à rien d'accroître le nombre des juridictions quand il n'existe pas d'infrastructure adéquate. Il serait aussi moins coûteux pour l'État de garder actuellement la Cour suprême actuelle avec ses compétences judiciaires, administratives et constitutionnelles, tout en veillant à la doter de ressources humaines, financières et matérielles permettant son bon fonctionnement. Par contre, il est impérieux d'envisager la création sans délai d'une haute cour de justice présidée par un magistrat afin de mettre fin à l'impunité de certaines catégories d'infractions susceptibles d'être commises par de hautes personnalités de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Il serait également nécessaire que lors de l'examen de la loi d'organisation judiciaire, vous veilliez à préciser la différence entre juridiction d'exception ou spécialisée et juridiction de droit commun, notamment en ce qui concerne la territorialité de leurs compétences respectives. En vue de rapprocher la justice des justiciables, il serait aussi utile, si les infrastructures appropriées existent ou peuvent être édifiées dans un délai raisonnable, d'ériger des cours d'appel au niveau de chaque région naturelle du pays et d'éviter les juridictions d'appel d'exception. Les nominations, mutations, avancements, détachements et admissions à un congé maladie de longue durée, les disponibilités, la retraite ainsi que la réintégration des magistrats ne doivent avoir lieu que conformément au statut de la magistrature. Tout décret de nomination, de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires doit obéir au principe d'inamovibilité s'il y a lieu et être soumis à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est également constaté que l'exécution des décisions de justice et même celles du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas effectives, d'où la nécessité d'intégrer cette question dans la future Constitution. Pour mieux jouer son rôle en tant que socle institutionnel du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature doit bénéficier d'un budget autonome. Cette autonomie de gestion budgétaire doit s'étendre à toutes les juridictions nationales. C'est le lieu et le moment de remercier le CNRD et le gouvernement pour toute l'attention qu'ils portent sur les conditions de vie et de travail des magistrats, les efforts qu'ils déploient aussi sur le terrain pour rénover les établissements pénitentiaires et améliorer le traitement des prisonniers en sont aussi une preuve de bonne volonté politique. Par ailleurs, le maintien du Parlement monocaméral et les institutions d'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance de la Constitution de 2010 serait salutaire pour éviter les conflits de compétences et les coûts élevés de fonctionnement. Il serait également souhaitable de prévoir une année électorale au cours de laquelle il sera prévu le renouvellement simultané de tous les mandats communaux, législatifs et présidentiels. Le financement des opérations électorales est programmé et les lois des finances annuelles prévoiront des tranches du budget électoral. Ainsi, il n'y aurait pas ou plus de vacances de pouvoir comme par le passé. L'élection sur un même ticket du président et éventuellement du vice-président permettrait de régler une série de problèmes. Les candidatures indépendantes à toutes les élections devraient être consacrées dans la future Constitution afin de traiter tous les citoyens de ce pays sur un pied d'égalité. La réforme du système partisan doit permettre à la charte des partis d'édicter des conditions objectives quant à l'implantation nationale de ces partis, la réduction de leur nombre ainsi qu'en ce qui concerne les divers contentieux électoraux dont les délais légaux de règlement sont très courts. Honorable Président du CNT, honorable conseiller, je voudrais terminer mon intervention en mettant l'accent sur deux idées essentielles, à savoir l'effectivité des textes de loi et leur mise à jour en fonction de l'évolution et des besoins de notre société, comme vous venez de le dire dans votre discours. Comme vous le savez, l'effectivité des lois a toujours été un mythe dans notre pays.
je dis bien un mythe. De bons textes de loi, notre pays en a souvent eu, mais ils n'ont jamais été respectés et appliqués intégralement. Si, à titre illustratif, cette dernière constitution de 2010 avait été respectée, nous aurions évité la tragédie consécutive au troisième mandat du pouvoir défunt. Cette obligation incombe à la fois au pouvoir public et à l'ensemble des citoyens. Les textes doivent aussi refléter les aspirations de nos populations et les réalités du pays. Vous l'avez déjà souligné dans votre discours, Monsieur le Président du CNT. Ils doivent évoluer en même temps que la société. En tout cas, rien ne sert de s'approprier une loi, parfois par simple mimétisme, si elle ne répond pas aux besoins des populations. Tels sont, honorable Président du CNT, honorable Conseil et chers invités, les recommandations que le secrétariat exécutif du Conseil supérieur de la magistrature vous propose dans la perspective d'élaboration de la nouvelle Constitution. Je vous remercie, Monsieur le Président.